La saison 3 de Squid Game est devenue sombre. Les bons personnages sont devenus mauvais, les mauvais personnages sont devenus maléfiques, et les personnages maléfiques sont devenus encore plus maléfiques. Aujourd'hui, nous allons examiner la pire action de chaque personnage dans Squid Game. Commençons par les personnages dont les actes ne sont pas assez mauvais pour se démarquer par rapport à leur père. Ils ont les défauts humains de base. Commençons par les 3 personnages que nous considérons comme essentiellement innocents. Kim Young-mi, Kim Jun-hye et Park Gyung-seok. Le pire acte de ce trio fut de participer au Squid Game, mais même là, on ne peut les tenir pour responsables, si ce n'est de s'être retrouvés dans une situation horrible par désespoir. Ils avaient tous des raisons nobles de participer et n'ont jamais eu recours à une violence ou tromperie inutile. Jun-hae voulait subvenir aux besoins de son enfant à naître. Gyung-seok devait payer le traitement du cancer de sa fille. Young-mi était terrifié à l'idée de continuer les jeux, suppliant même de voter X. Tous 3 ont toujours voté pour y mettre fin, reconnaissant malgré leur désespoir que ce jeu était trop tordu pour y participer volontairement. Vient ensuite la véritable légende de la première saison, Ali Abdul, dont la pire faute a été de blesser indirectement son patron. Durant l'absence des joueurs du Squid Game dans la saison 1, nous avons constaté que le responsable d'Ali était l'un des nombreux à avoir exploité sa gentillesse. Vous voyez, ce pauvre homme d'affaires surmené était tellement occupé à jouer au solitaire sur son ordinateur qu'il n'avait pas le temps de payer ses travailleurs sans papier. Mais Ali ne pouvait pas ignorer l'enveloppe pleine d'argent sur le bureau, ce qui a mené à une lutte entre les deux et a entraîné la main de son patron dans une machine métallique dangereuse qui a complètement détruit sa main. D'un côté, abandonner quelqu'un après une telle blessure, qui lui a laissé le même nombre de mains que le patron d'Ali, serait normalement un acte vraiment horrible. Quand on considère qu'Ali, un travailleur sans papier luttant pour subvenir aux besoins de sa famille, voulait simplement être payé pour son travail, son choix devient beaucoup plus compréhensible. Le gars aurait probablement tout perdu s'il avait attendu que de l'aide arrive. En plus, Ali a perdu plusieurs doigts à cause des conditions de travail dangereuses imposées par son patron. Donc on peut dire que c'est simplement du karma. Abordons maintenant les personnages ayant commis de graves erreurs, mais pour des raisons assez valables pour considérer ces actes comme des fautes compréhensibles. Notre cher et regretté Semi vient ensuite, son pire acte ayant été de manipuler Thanos et Namgyu. Semi a avoué qu'elle s'était alliée à Thanos et Namgyu uniquement parce qu'ils étaient assez stupides pour être aisément manipulés. Il faut le mentionner car cela montre le côté manipulateur de Semi, mais honnêtement, elle n'a rien fait de vraiment manipulateur en soi. C'est plutôt qu'elle était disposée à le faire si nécessaire. Bien que s'associer avec le rappeur SoundCloud instable n'était pas judicieux, Semi, comme les autres, cherchait simplement à s'allier aux personnes les plus influentes possibles. Elle a toujours été compatissante et loyale, prête à risquer sa vie pour rester avec Minsu, plutôt que de le trahir lors de l'épreuve de socialisation. Un geste plein de bonté qui sera sans aucun doute accueilli avec la gratitude et la dévotion qu'il mérite. Juno, le détective infiltré favori, n'a pas révélé l'identité du chef, sa plus grande erreur. Dans les derniers épisodes de la première saison de Squid Game, la révélation la plus déchirante était peut-être que le frère que Juno cherchait en infiltrant le jeu était en réalité celui qui le dirigeait depuis le début. C'est la pire fin possible pour Juno. Il a été abattu à bout portant dans la poitrine et est tombé dans l'océan en contrebas. Après son sauvetage et son réveil, Juno collabore avec Gi-eun et d'autres alliés pour localiser l'île des jeux, mais il tait l'identité du maître de jeu. On ne peut pas dire qu'on ne comprend pas, bien sûr que ce gars ne veut pas que son propre frère soit tué. Bien qu'il ait prouvé qu'il tirerait sur Juno, connaître l'identité du maître du jeu aurait pu faire avancer l'enquête. Il est donc coupable d'avoir caché des informations cruciales, se contentant finalement de dire tant pis à son frère. Il est parti. Je n'étais pas le seul déçu par le manque de conclusion. Merci d'avoir joué. Ensuite, Ji-young, dont la pire action a été de tuer son père. Nous avons notre premier meurtre à discuter. C'est difficile de présenter ça positivement. Selon les opinions, Ji-young avait probablement la meilleure raison qui soit pour commettre un parricide. Donc pas d'inquiétude. Comme n'importe qui. Elle a vu son père poignarder sa propre mère à mort. Et comme si ce n'était pas déjà assez ignoble, il s'est ensuite mis à prier pour obtenir le pardon. Écoute, prier pour le pardon, c'est bien si tu le penses vraiment. Ce pasteur maltraitait sa femme et il était sous-entendu qu'il agressait sa fille. Je ne crois pas que Ji-young puisse être blâmé d'avoir assassiné son père hypocrite pour venger sa mère. C'était le geste d'une ado troublée arrivée à un point de rupture, pas un meurtre de sang-froid. Je suis surpris du classement bas de Han Minyo, dont le pire acte a été de tuer Ok-soo. Je pensais qu'il avait fait bien pire. Tout au long de la saison, c'était l'impression générale qu'elle donnait. Minyo était généralement impolie, égocentrique et matérialiste. Mais en y repensant, elle n'a jamais vraiment essayé de blesser activement qui que ce soit. Pas lorsque ce n'est pas justifié en tout cas.
Voici Deoksu, un criminel de gang, meurtrier de masse et terroriste qui ne montre jamais la moindre loyauté, compassion ou décence humaine de base, au-delà de ce dont il a besoin pour manipuler les gens à ses propres fins. Lorsqu'il commet l'erreur de passer une nuit avec Mignon, ou plutôt de passer un moment intime avec elle, puis de la larguer après lui avoir promis qu'ils iraient jusqu'au bout ensemble, elle tient sa promesse de le tuer s'il la trahissait. Pendant l'épreuve des dalles de verre, elle a révélé la lâcheté de Deoksu en les faisant tomber tous les deux du pont alors qu'il implorait pour sa vie. Deoksu étant un salaud et un meurtrier de masse, et attendre plus longtemps aurait causé la mort de 5 autres personnes, c'est en quelque sorte un moment héroïque quand on y réfléchit. Je suppose que l'une des nombreuses choses dans lesquelles Anne Mignot excelle, c'est de complètement écraser nos attentes, même après sa mort. Puis, c'est au tour de Seong-gi-kun, dont le plus grand tort a été de négliger sa fille. Le choix de la pire faute de Ji-hoon semble étrange. Il a fait beaucoup de choses discutables dans la série, comme tromper Il-nam au jeu de billes dans la saison 1 et tuer Dae-ho au début de la saison 3. Jeon était prêt à prendre des décisions vraiment impitoyables lorsque la situation l'exigeait, mais toutes ces actions ont été commises sous une pression extrême, alors que la perte totale de sa relation avec sa fille reste tragique, peu importe la façon dont on la considère. Certes, on découvre qu'il a tout légué à sa fille après sa mort, mais on se rend aussi compte à quel point son abandon a profondément blessé sa petite fille. Tu aurais au moins pu faire un voyage aux États-Unis et la voir une fois, mec. Malgré cela, Gi-hun reste globalement altruiste et héroïque, mais ces éléments l'empêchent d'atteindre le statut de pure bonté auquel il était presque parvenu. Ensuite, nous avons une entrée double, Yoon-ju et Jung-bae. Leur pire acte a été commis une seule fois par chacun, voté pour continuer les jeux. Malgré leur bonté, Jung-bae et Yoon-ju ont tous deux voté pour continuer les jeux à un moment donné, même s'ils faisaient équipe avec des personnes ouvertement opposées à cette décision. Pour Hyun-ju, cela a trahi son amitié naissante avec Young-mi, qu'elle savait terrifiée à l'idée de continuer à jouer. Pour Jung-bae, cela a compromis le plan de son ami visant à mettre fin au jeu définitivement. Mais une telle erreur, même sous une pression intense, ne suffisait pas à remettre en cause leur moralité à nos yeux. Ils se sont excusés et réconciliés avec leurs coéquipiers, décidant de voter X dorénavant et d'aider Ji-hun dans sa révolte, se rachetant ainsi largement. C'est encore plus vrai pour Hyun-ju qui a laissé passer une occasion facile de sortir pour retourner chercher Jun-hae et Gyum-ja. Ensuite, il y a Gyum-ja qui a commis l'acte terrible de poignarder Young-sik. Cette mamie adorable et badass était l'un des meilleurs personnages de la saison 2, ce qui explique en partie pourquoi l'épisode Cache-Cache nous a complètement bouleversés. Tuer son fils vous placerait normalement en bas de cette liste, ce qui n'est évidemment pas un indice pour la suite. Mais Gyum-ja bénéficie de beaucoup d'indulgence pour deux raisons. D'abord, elle n'a pas techniquement tué Young-sik. Son fils était la raison principale pour laquelle elle a rejoint les jeux après tout. Dans un moment de désespoir, sa mère l'a poignardé pour l'empêcher de tuer une jeune femme vulnérable qui venait d'accoucher d'un nouveau-né, ce qui coïncidait justement avec la fin du délai imparti à Young-sik pour tuer l'un des cachés. La deuxième raison de notre indulgence envers lui est que Seven était sur le point de faire quelque chose de grave. Peut-on en parler? Un homme était sur le point de tuer une femme devant son bébé. S'il y a un moment où poignarder son fils est au moins quelque peu raisonnable, c'est peut-être bien celui-là. Le fait qu'elle ait ressenti assez de culpabilité pour mettre tragiquement fin à ses jours, ensuite prouve encore plus qu'elle n'a jamais voulu lui faire de mal. Pour Kang Neul, sa pire action reste celle de la saison 2, quand elle était soldat du Squid Game. Quand elle a été embauchée pour le Squid Game, on lui a seulement dit qu'elle allait soulager la misère de certains, omettant qu'il ne s'agissait pas de malades en phase terminale, mais de victimes désespérées de la pauvreté et de dettes extrêmes. Son arc narratif est l'un des atouts majeurs de la saison 3, révélant dès le début que la théorie populaire des fans selon laquelle elle aurait épargné Gyeong-sik était vraie. Il est confirmé que No-Yul était déterminée à protéger la vie d'un joueur innocent pour qu'il puisse retrouver sa fille. Une mission qu'elle accomplirait, peu importe le nombre de personnes à tromper ou faire chanter. Malgré l'ambiguïté constante de ses actions, comme menacer un employé avec une arme pour sauver la vie de 246 avant de le tuer, l'intention derrière ces actes est extrêmement noble et altruiste, ce qui lui vaut une meilleure place dans notre classement. C'est pourquoi elle est loin d'atteindre les bas-fonds moraux de ses prochains personnages. Ces hommes et ces femmes ont fait des choses suffisamment mauvaises pour remettre en question l'ensemble de leurs personnages, mais pas assez pour les condamner complètement. Voici les actes terribles mais pardonnables. Parlons maintenant d'un personnage très apprécié de la première saison, Sae-byok. Sa pire action était de travailler pour Deoksu. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de détails sur la nature exacte de la relation entre Sae-byok et Deoksu, mais tout ce que nous savons, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle était impliquée avec Deoksu en tant qu'une des employées du gangster brutal. Apparemment, elle est devenue indépendante à un moment donné, ce qui implique qu'elle a commis plus que sa part de crimes, dont même Deoksu n'était pas impliqué. Elle n'hésite pas à voler des gens ou même à les menacer si nécessaire, comme nous l'avons vu avec son intermédiaire dans la saison 1.
Je pense qu'on peut dire sans risque que Sae-byeok a probablement commis l'un des plus grands nombres de crimes parmi tous les personnages de la liste. Mais comme la majorité des joueurs, tout ce qu'elle veut, vraiment, c'est une vie meilleure et plus paisible pour elle et sa famille. Ayant grandi en Corée du Nord, ravagée par la guerre, plongée dans une culture de violence constante, la vie de gang semblait probablement une amélioration pour elle, surtout qu'elle voulait simplement réunir sa famille sous un même toit. Il faut lui reconnaître d'être devenue plus altruiste et compatissante envers les autres au cours de la première saison. Mais vu l'ampleur de ses crimes, nous devons la classer un peu plus bas malgré son évolution. Travailler avec Deok-soo demande de sérieuses explications. Ensuite, il y a la tragique histoire de Min-soo. Malgré sa cruauté accrue dans la saison 3, son plus grand échec reste indéniablement son incapacité à protéger Sae-mi. D'accord, trahison est peut-être un mot un peu fort, mais c'est ce qui décrit le mieux à quel point Min-soo a été horrible envers son seul ami dans tout le jeu. Nous avons déjà parlé du fait que Sae-mi est un véritable ange, surtout quand on considère qu'elle est la seule à accepter de prendre Min-soo sous son aile comme amie et coéquipière. Malgré avoir été recrutée par Sae-mi, Min-soo a profité de sa gentillesse. Comme son fan club s'en souvient sûrement, il s'est caché pendant que Sae-mi se faisait tuer par l'un de ses harceleurs. Même si c'était une terrible faute, il faut quand même lui accorder quelques points pour avoir au moins essayé de sauver son ami, surtout quand on voit que dans la saison 3, il devient l'ombre de lui-même. Il est tellement rongé par la culpabilité et le chagrin à cause de Sae-mi que Min-soo devient accro à la drogue pour échapper à la douleur, ce qui finit par lui donner le courage de tromper Namju et de le pousser à s'auto-saboter lors de l'épreuve de la corde à sauter. Peut-être que Sae-mi sera prête à lui donner une autre chance d'être amie dans l'au-delà. Malgré tout, Min-soo était sincèrement repentant, ce qui est précieux dans un tel contexte. Byung-gi, le médecin de la saison 1, a aidé à un trafic d'organes. L'acte le plus prévisible, on a compris. Non, pas toute l'histoire du trafic d'organes. C'est dégoûtant, mais on comprend le besoin d'utiliser toutes les compétences qu'on a pour survivre dans un environnement comme celui du jeu du calmar. Mais parfois, ça va vraiment trop loin, comme par exemple aider à faire des opérations post-mortem sur les victimes pour rendre les crapules derrière le jeu encore plus riches. Et ce n'est même pas mentionné le fait que certains de ces candidats n'étaient même pas encore morts. Ce qui veut dire que Byung-gi était prêt à prolonger la souffrance des victimes de meurtre, juste pour peut-être sauver sa propre peau. On le considérerait comme un super vilain si ce n'était pas pour la situation pourrie dans laquelle il se trouvait. Woo-silk et Monsieur Kim sont notre prochaine entrée en duo, et leur pire acte se résume à leur métier, travailler comme gangster et usurier. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que Monsieur Kim est le même usurier qui a menacé Gi-hun dans le premier épisode de la saison 1 ? La coopération de Gi-hun avec ce personnage après le remboursement et son sacrifice pour que Woo-silk revoie sa femme te font voir cet homme différemment. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont des citoyens modèles. Ils demeurent des gangsters privilégiant l'argent à la vie, prêts à commettre des crimes si bien payés, mais semblent avoir un bon fond, Woo-seok prévenant Junho de la vraie nature du capitaine Park. Le fait que ces deux-là aient pu devenir de véritables amis à la fin en dit long sur la véritable nature de Woo-seok. Donc, nous sommes plus qu'heureux d'éviter que lui et son patron ne descendent plus bas dans notre classement. Beaucoup d'entre vous ont trouvé que nous avions été trop durs avec Deo la dernière fois. Son pire acte étant de ne pas avoir apporté de munitions à son équipe. Vos sentiments restent inchangés après la saison 3, c'est compréhensible. Les crises de panique sont terribles, surtout lors de moments cruciaux. Cependant, il est maintenant confirmé que Deo a menti sur son passé de marine, allant jusqu'à se faire un faux tatouage. Non seulement l'usurpation de mérite est courante pour lui, mais cela montre aussi qu'il savait qu'il n'était pas apte à faire le travail accepté. Au lieu d'admettre ses mensonges, il a essayé de sauver la face, coûtant la vie à plusieurs coéquipiers. Alors pourquoi ne l'avons-nous pas placé beaucoup plus bas ? Peu importe la raison, le trouble de stress post-traumatique est très sérieux. Il est inacceptable que Deo ait prétendu être un marine et qu'il n'ait pas assumé ses actes à temps. Et c'est encore pire qu'il ait ensuite essayé de rejeter toute la faute sur Gi-hun. Mais Deo avait des problèmes non résolus et était au moins prêt à aider ses alliés à s'échapper du jeu du calmar. C'est dommage que nous n'ayons pas eu plus d'informations sur le passé de ce gars, puisqu'il avait clairement beaucoup de potentiel, mais pour l'instant, nous le plaçons juste en dessous des personnages qui ont vraiment commis des actes horribles. Avec cela, nous arrivons aux personnages ayant commis des actes vraiment horribles. Ce type de méfait vous assure presque une place parmi les vrais méchants de notre format habituel, et dans Squid Game, de nombreux personnages correspondent à cette description. Pour débuter, nous avons Seol-nyeon, la nouvelle venue la moins appréciée de la saison 2, dont le pire méfait a été de délaisser son équipe. Malgré sa courte apparition dans la saison 2, comme la plupart des personnages, 44 a marqué les esprits par l'étonnante influence qu'elle a acquise. Dans le désespoir de la phase finale de Squid Game, les joueurs cherchaient de l'espoir partout, et malheureusement cet espoir est venu sous la forme de Seonyo,
Ces gars-là étaient prêts à tout pour leur sage chaman de la mer, et malheureusement, elle a choisi de mourir plutôt que de continuer. Au moment où ses sages intuitions, ou peu importe ce que c'était, l'ont menée dans un piège, elle s'est immédiatement enfuie et a laissé ses disciples derrière elle pour être massacrés. Et même si ce n'est pas sa pire action, elle avait tendance à ridiculiser les autres concurrents, comme Gi-hun qui a failli l'étrangler, et Min-soo qui l'a tué dans une rage délirante due à la drogue. Même si elle avait au moins à moitié raison, cette femme aurait pu s'épargner bien des problèmes, ainsi qu'à beaucoup d'autres, si elle avait simplement fermé sa grande bouche de chaman. Un ajout controversé de la saison 2 est Thanos, qui a tué plusieurs joueurs lors du jeu 1, 2, 3 Soleil dès le début. Ce moment du premier jeu a définitivement effacé tout doute sur la méchanceté de Thanos. Après avoir été conseillé que se cacher derrière d'autres joueurs et avancer en file indienne était la meilleure façon de survivre, Thanos a fait le choix parfaitement rationnel de pousser plusieurs personnes devant lui. Pour aggraver les choses, il ne leur a même pas dit que ce n'était qu'une blague, mon pote. Non seulement Thanos a tué plusieurs personnes littéralement sans aucune raison, mais en plus, il l'a fait alors que cela ne pouvait que rendre le jeu plus difficile pour lui-même. Le niveau de folie de Thanos est presque impressionnant, mais comme il est sous l'emprise de drogue, nous ne le placerons pas plus bas que ceux qui ont commis des meurtres de sang-froid avec un esprit plus lucide. Sur ce, passons au méchant de la première saison, Seong-woo. Ce type a commis de nombreux actes répréhensibles, mais le meurtre de Kang Se-byok était considéré comme le plus impardonnable. Même si les actions de Seong-woo envers Ali et l'homme qui distinguait les dalles de verre étaient injustifiables, on pouvait au moins dire qu'il faisait ce qui était nécessaire pour survivre. Dans le jeu des billes, c'était littéralement soit Seong-woo, soit Ali qui survivraient, et dans l'épreuve des passerelles en verre, le temps s'écoulait au point que le reste du groupe n'aurait pas pu finir de traverser si Monsieur Vert n'avait pas accéléré. Mais ensuite, il y avait Se-byok, une jeune femme et ancienne coéquipière de Sang-woo, qui ne voulait rien d'autre que de retrouver sa famille. À cause de l'explosion de verre totalement inutile à la fin du jeu, Se-byok était déjà grièvement blessé et avait perdu beaucoup de sang. Mais dans un moment de véritable bassesse et de lâcheté, Sang-woo a attendu que Gi-hun parte chercher de l'aide pour elle et l'a assassinée, sans autre raison que de se faciliter la tâche dans le jeu. Pour Sang-woo, la survie d'Ali rendait impossible sa propre survie. Avec le gars du verre, c'était peut-être possible, mais trop risqué. Mais avec Se-byok, il aurait pu se battre contre elle, mais il a refusé de donner à cette fille mourante la chance de lutter jusqu'au bout. On lui accorde un peu de marge à cause de ses remords et de sa tentative de rédemption à la fin, mais c'est quand même cet acte qui l'a définitivement établi comme un méchant pur et simple à nos yeux. L'une des plus fortes augmentations de la capacité à faire le mal dans la saison finale fut celle de Young-sik. Son pire acte est passé du simple fait de mettre sa mère en danger, ce qui était déjà assez terrible, à tenter de tuer une nouvelle mère. Young-sik était terrorisé par les usuriers à qui il devait de l'argent, mais il devrait avoir certaines limites. Pendant ce défi, on croyait que Young-sik était trop doux pour blesser quelqu'un et que cela serait en réalité bénéfique pour sa morale. Malheureusement, quand le temps commence à presser, il révèle qu'il n'était pas trop tendre pour tuer, il était simplement trop lâche pour vraiment se battre, comme le montre sa volonté de tuer Jun-hye quelques instants après qu'elle ait accouché. Nous avons donné beaucoup de liberté à Young-sik pendant la saison 2, mais cette fois-ci, il a franchi une limite de non-retour. Il s'est excusé en acceptant son sort, et évitant ainsi de sombrer davantage. Pour être franc, les autres acteurs de cette distribution ont des comportements si atroces qu'ils sont incomparables aux précédents. Ce sont des actes d'une cruauté indicible, réservés uniquement aux pires des pires. Même s'il est bien plus bas que la dernière fois, Deok-soo a quand même atteint notre dernière catégorie, simplement en étant lui-même. Je sais que ça paraît méchant, mais cet homme est un gangster qui a tué de nombreuses personnes et qui a ri du malheur des autres, allant jusqu'à se moquer de 69 qui s'est pendu à cause de la culpabilité après la mort de sa femme. Deok-soo est le genre de type qui tuerait quelqu'un sur un coup de tête, mais ce qui le rend pire, c'est qu'il semble totalement maître de lui-même. Nous plaçons Deok-soo dans cette catégorie car il ne semble pas influencé par une dépendance à la drogue. En tant que chef de crime organisé tristement célèbre, il est conscient du mal qu'il fait et n'y voit aucun problème. Il n'est cependant pas aussi abject que le bras droit de Thanos, Nam-gyu, dont le pire crime est passé du meurtre déjà impardonnable de Saimi à une véritable série de meurtres sadiques. Contrairement à Thanos qui utilisait la manipulation et le charisme pour contrôler les gens, Nam-gyu était un tyran ouvertement brutal. Il était parmi les plus cupides et cruels en lice, mais même pour lui, poignarder Saimi à mort était d'une cruauté inouïe. C'est ce que nous pensions en saison 2. Mais en saison 3, quand il encourage Myung-gi à l'aider à tuer plus de gens lors du cache-cache, on découvre qu'il est non seulement prêt à tuer pour son profit, mais qu'il en tire un plaisir écœurant. Il est peut-être un toxicomane comme Thanos, mais même sans sa dose, ses penchants meurtriers étaient toujours présents. Et le plus fou, c'est qu'il n'est encore qu'au début de cette catégorie.
Je suis étonné que ce type ne soit pas plus haut dans notre classement, contrairement à Eno, dont le pire méfait a été d'autoriser un bébé à participer au Squid Game. La saison 3 a vraiment martelé le fait qu'Ino n'était pas simplement né comme un monstre malade et tordu. Ne vous méprenez pas, il en est toujours un, mais il n'est pas né ainsi. Cet homme, après avoir gagné la faveur d'Ilnam, a accepté un avantage injuste dans les jeux, perdant peu à peu sa morale. Cela l'a finalement amené à accepter cette décision écœurante des very important person de faire d'un nouveau-né un joueur dans les jeux. Il était prêt à laisser un bébé se faire tuer juste pour satisfaire ses clients. Le maître de jeu permet finalement au nouveau-né de recevoir l'argent gagné à juste titre, le laissant entre les mains compétentes de son frère détective, montrant ainsi une part d'humanité. Cependant, cela ne justifie pas de mettre en danger un bébé innocent de cette façon. Ensuite, nous avons l'un de ses nombreux subordonnés, le capitaine Park. Nous passons de son pire acte, qui était de tuer un homme et probablement aider le maître de jeu, à tuer un homme et aider le maître de jeu de façon certaine. Nous soupçonnions que ce pêcheur traître travaillait avec le maître de jeu. C'était évident, mais ce qui lui vaut une place si élevée, c'est la confiance gagnée auprès de Park, au point qu'on lui a confié la mission d'empêcher le détective Junho de trouver l'île où se déroulaient les jeux. Park a non seulement assassiné ses propres hommes sans hésiter, mais il a aussi été révélé qu'il avait été soldat pendant les jeux, tuant suffisamment de personnes sous les ordres d'Ino pour devenir l'un de ses plus fidèles alliés. Tout cela sans le moindre remords, ce qui fait du Capitaine Park l'un des personnages les plus méprisables de la série. Nous avons atteint le top 5 des personnages les plus détestables, et il a été très difficile de les classer tant ils étaient tous haïssables. En fin de compte, nous devons attribuer la 5e place à l'homme en costume pour avoir recruté d'innombrables personnes vulnérables et les avoir menées à la mort. L'homme en costume, développé au début de la saison 2, s'est révélé encore plus taré qu'imaginé. Il a déjà été membre du personnel à capuche rose dans Squid Game, chargé d'éliminer les joueurs perdants lors des jeux. Tout cela atteint son paroxysme lorsqu'il a croisé son propre père, et voir son vieux supplier pour sa vie n'a absolument rien changé. En fait, cela a encouragé Sweetman. Le fait de ne rien ressentir en voyant la peur dans les yeux de son père l'a rendu plus déterminé que jamais à continuer de tuer des gens et à recruter des personnes vulnérables pour participer au Squid Game afin que nous ayons toujours plus de gens à tuer. Sweetman n'avait pas de dette scandaleuse à notre connaissance, ce qui le distingue déjà du personnel tordu derrière le Squid Game. Alors pourquoi n'est-il pas encore plus haut dans le classement? Eh bien, c'est simple, à notre connaissance, il n'a jamais mis d'enfants en danger. Bien sûr, il y a eu des meurtres en série sans remords, et il a profité des pauvres, mais il n'a pas tué de bébé. À ce que nous sachions, ne sais pas. La dernière fois, joueur 1, Oh Il-nam, a été désigné comme ayant commis l'acte le plus méprisable en fondant le Squid Game. Rien n'a modifié notre opinion sur la perversité de cet acte, croyez-nous. Ce type a exploité des personnes vulnérables comme des chevaux de course pour le profit d'élites riches, mais la saison 3 révèle l'étendue de son influence, le rendant encore plus méprisable. Il-nam a donné à In-oh un avantage injuste avant le défi final, déclenchant sa descente dans l'immoralité et créant un autre maître de jeu, moins monstrueux certes. Il-nam est un salaud jusqu'au bout, mais sa tumeur au cerveau a peut-être influencé son comportement. C'est sûrement la seule circonstance atténuante qu'on puisse lui accorder, mais c'est déjà plus que ce que nos 3 premiers peuvent obtenir. La médaille de bronze du mal revient aux Very Important Person. Selon nous, ce sont indéniablement les personnages les plus maléfiques de tous. Leur pire acte cette fois-ci a été d'inciter le frontman à mettre un bébé dans les jeux. Considérer les joueurs comme de simples jouets pour leur divertissement et leur profit montre à quel point ces types sont allés trop loin. Mais il y a aussi eu leur crise à propos du nouveau-né du joueur 222, qu'ils ont accepté comme joueur parce que cela serait intéressant. Il n'y a aucune excuse pour ces types. C'était déjà glauque de les voir jouer les soldats joyeux en éliminant des joueurs comme si c'était leur rêve le plus cher, mais ils vont encore plus loin en soutenant qu'un nourrisson devrait être soumis à ces jeux mortels. Franchement, qu'ils aillent tous au diable. Bien qu'il ait été trop lâche pour commettre plus de méfaits lui-même, Injonde se retrouve quand même encore plus haut que la dernière fois. Son acte le plus odieux a été une tentative d'infanticide. Injonde est un homme puissant, mais c'est aussi l'un des hommes les plus endettés, voire le plus endetté de toute la compétition. Cela le pousse à être tellement avide d'argent qu'il tente de tuer le nouveau joueur 222, c'est-à-dire le nouveau-né mentionné précédemment, car s'il survit, il devra partager son prix avec lui. Comment peux-tu être aussi détaché de ton humanité au point de trouver raisonnable de tuer un nourrisson juste pour ne pas avoir à partager de l'argent avec lui? Nous savions que le joueur 100 était une ordure maléfique, mais c'était pire que ce que nous pensions. Mais la médaille d'or de la méchanceté et le saut le plus insensé dans le mal de cette émission revient à Myung-gi. Ce type semblait promis à une rédemption cette saison.
alternant entre bonnes actions, comme proposer de la porter sur le pont à corde à sauter, et actes désespérés, mais mauvais, comme aider Namgyu dans sa folie meurtrière. Mais dans le dernier épisode, Myung-gi fait quelque chose de plus qu'horrible. Il tente de tuer son propre bébé. Il n'y a aucun contexte où cela pourrait être un acte justifiable, même si Myung-gi perdait clairement la raison après avoir perdu la femme qu'il aimait. Quand il ne restait que Myung-gi, Gi-hun et le bébé, Myung-gi a refusé d'être sacrifié en tant que joueur éliminé. Il a plutôt essayé d'empêcher Gi-hun d'avancer vers la prochaine tour pour tuer son enfant et prendre l'argent. Myung-gi n'était pas seulement impardonnablement avide et totalement insensible envers son propre sang. Il était aussi carrément stupide, car s'il avait simplement laissé Ji-han être éliminé, il aurait pu prendre sa propre part de l'argent ainsi que celle de son enfant s'il tenait tant à être un salaud cupide. Il est difficile de comprendre ce que ce Crypto-Maboule avait en tête, et c'est un niveau de méchanceté qui confirme que sa faute est la pire de toute l'histoire de Squid Game.